Salut tout le monde! Pendant que le mois de janvier est encore en cours, j'avais envie de vous faire une vidéo qui revient sur les pépites de l'année dernière. C'est une nouvelle série de vidéos que je vais introduire durant l'année où je vais parler au fur et à mesure des pépites qu'il y a à voir au cinéma. Mais avant de parler des nouvelles pépites, il était important pour moi de parler de celles que vous avez peut-être loupées l'an passé. Ce que j'entends par pépites cinématographiques, ce sont des films qui ne sont peut-être pas extrêmement parfaits, ce ne sont peut-être pas des chefs-d'œuvre, mais ce sont des films qui ont tous quelque chose de très intéressant à apporter, qui ont tous un point de vue assez unique. Et surtout, ce sont en général des films assez petit budget qui ont eu une sortie très confidentielle et qu'il est important pour moi de remettre sur le devant de la scène parce que ce sont des films qui valent tout autant, voire même beaucoup plus que de grosses productions. Dans cette première salve que je vous présente aujourd'hui, je vais parler uniquement de films de genre au sens large. Et la semaine prochaine, je ferai une autre série pour parler de films un petit peu plus généralistes. Il y aura du documentaire, du drame, des films LGBT et de la comédie. J'ai décidé de scinder ça en deux catégories parce que sinon la vidéo aurait vraiment été beaucoup trop longue. Dans cette vidéo, quand je vais parler des films, ça n'a pas pour but d'être des critiques. Ce sont uniquement des orientations, des suggestions, des présentations de films pour vous donner envie de vous pencher sur ce cinéma qui a peut-être été un peu trop confidentiel. Je vais vous donner pour chaque film 5 arguments de pourquoi, à mon avis, ils valent le coup d'œil, en espérant que ça va déclencher de la curiosité chez certains d'entre vous. J'ai trouvé que ce film était un des meilleurs de l'an passé et je vous en parle d'ailleurs dans mon top 2019 que je vous mets dans le petit i et dans la barre d'infos. J'ai d'ailleurs aussi l'affiche du film qui traîne derrière, je ne sais pas si on peut la voir, elle est un petit peu hors champ, je crois qu'on en voit un tout petit bout ici. Je suis extrêmement fan de ce film. Lorsque Pierre Hoffman intègre le prestigieux collège de Saint-Joseph, il décèle, chez les 3e 1, une hostilité diffuse et une violence sourde. Est-ce parce que leur professeur de français vient de se jeter par la fenêtre en plein cours ? Parce qu'ils sont une classe pilote d'enfants surdoués, parce qu'ils semblent terrifiés par la menace écologique et avoir perdu tout espoir en l'avenir, de la curiosité à l'obsession, Pierre va tenter de percer leur secret. C'est du cinéma de genre français, audacieux et ambitieux, qui n'a pas peur de prendre des atours fantastiques mais aussi des métaphores utilisées avant tout dans le cinéma de genre qui sont d'ailleurs souvent très peu anoblis par le cinéma et en particulier français, pour développer un vrai film d'auteur au sens noble du terme. C'est un film, quand on le voit, qui redonne espoir pour le cinéma de genre en général en France. Il faut aussi le voir pour sa fin qui est une des plus percutantes et réussies de l'année 2019. Une fin pessimiste, sombre et atroce qui souligne à merveille le propos politique et collapsologiste du film. De manière générale, il faut aussi le voir pour la pertinence de son discours politique et pour la justesse de son regard. Le discours écologiste du film est porté par une mise en scène alarmiste qui est vraiment à la hauteur de l'urgence du propos. La pertinence des points de vue adoptés par le film se retrouve aussi sur le regard porté sur ce groupe d'adolescents surdoués. Étant moi-même concernée par la question, j'avais peur d'un film extrêmement cliché en termes de représentation et ce n'est pas le cas. Si au début on peut retrouver ces adolescents hautains, paumés, prétentieux, bouffés par leur surdouance, ils se révèlent en fait être beaucoup moins superficiels qu'il n'y paraît. L'excellente bande-son faite par Zombie Zombie est aussi un des points forts du film. Ils sont allés piocher dans des influences très 80s, très carpenteresques, à grand renfort surtout de plages de synthé, mais ils ne se contentent pas de faire un simple hommage. La bande-son a une vraie personnalité qui arrive à remoderniser les acquis qu'a donné Carpenter. La bande-son soutient à merveille l'ambiance spectrale et crépusculaire du film. Il faut le voir enfin si, comme moi, vous ne supportez pas le jeu de Laurent Lafitte. Je pense que ce film, comme moi, vous fera comprendre enfin pourquoi tant de gens le portent au nu. Il révèle dans ce rôle vraiment tout son potentiel et prouve qu'avec une excellente direction d'acteur, c'est vraiment l'acteur aussi génial que tout le monde prétend qu'il est. De manière générale, de toute façon, le casting est excellent, en particulier les adolescents qui sont tous extrêmement justes et ont déjà développé un jeu d'acteurs extrêmement mature. Produit par Avenue B Productions et distribué par Haut et Court, le film est disponible en Blu-ray et DVD chez tous les bons revendeurs dès à présent. Tina, douanière à l'efficacité redoutable, est connue pour son odorat extraordinaire. C'est presque comme si elle pouvait flairer la culpabilité d'un individu. Elle possède un physique très particulier qui fait qu'elle a beaucoup de mal à lier des liens avec les autres êtres humains. Mais quand Vor, un homme d'apparence suspecte, passe devant elle, ses capacités olfactives sont mises à l'épreuve pour la première fois. Tina sait que Vor cache quelque chose, mais n'arrive pas à identifier quoi. Pire encore, elle ressent une étrange attirance pour lui. Ayez de la curiosité pour un film suédois. On a de la chance quand même en France d'être un des pays qui importe le plus de cinéma étranger et d'avoir la chance de pouvoir voir ce genre de film.
Cette diversité est vraiment à encourager, surtout quand c'est pour voir de jolies pépites comme Border. Pour moi, c'est une excellente introduction au cinéma suédois, et qui sait, ça vous donnera peut-être envie de vous pencher sur La Chasse, Morse, Millennium ou encore The Sound of Noise. Laissez-vous ensuite tenter par le scénario tordu, angoissant et étrange, coécrit par le réalisateur lui-même, Ali Abbasi, mais surtout basé sur la nouvelle de John Alvid Lixvig. Je suis désolée parce que je suis quasiment sûre que j'écorche son nom, qui, si vous ne le connaissez pas, est l'auteur du best-seller Laissez-moi entrer, qui a aussi donné lieu à une adaptation cinématographique qui est plutôt pas mal. Si vous avez aimé Laisse-moi entrer, vous ne serez pas déçu par Border, qui est vraiment un film au scénario excellent. Border, c'est un film qui est très malsain, qui est même malaisant comme rarement il y a eu malaise au cinéma. Si vous recherchez une vraie expérience de cinéma dans ce qu'elle peut avoir de plus viscéral, dérangeante et angoissante, tournez-vous vers Border parce que je vous jure que vous n'en ressortirez pas indemne. Je tiens à préciser quand même que c'est pas un film qui fait peur, ce n'est pas un film d'horreur, ce n'est pas un film où il y a du gore, où il y a du viol, où il y a des choses vraiment abjectes. Le film n'a jamais rien de gratuitement choquant en fait, il cultive le malaise avant tout par son ambiance qui est extrêmement réussie. Border, ce n'est pas qu'un film noir et un thriller qui lorgne du côté fantastique, c'est aussi un film qui a énormément du registre merveilleux de la fable et du conte. Si vous aimez des contes comme La Belle et la Bête ou alors Le Petit Chaperon Rouge qui vous invite à vous méfier de ce qu'il y a derrière les apparences, je vous conseille vraiment Border, dont l'ambiance, la morale risque de vraiment de vous parler. Du conte, le film en a aussi l'aspect visuel, puisque de ce côté-là, le film est vraiment très bien travaillé. La photographie fait la part belle aux ambiances de nuit, aux ambiances colorées, il y a énormément de jaune, de bleu, avec énormément de jeux sur les lumières et les contrastes qui donnent un aspect très onirique et pour le coup très merveilleux au film. Enfin, en termes d'interprétation, Border peut être vu comme un film qui parle de l'intersexualité, qui parle des mutilations infantiles qui sont infligées aux personnes intersexes, et qui parle de la difficulté de se retrouver dans un monde qui est extrêmement binaire quand soi-même on se retrouve entre les deux. C'est un film qui aborde ce sujet avec beaucoup de délicatesse, avec une très belle métaphore, et je pense que ce propos politique est vraiment une des forces principales du film. Border est disponible en VOD, Blu-ray et DVD à l'heure où je vous parle. Il est distribué par Metropolitan Films et produit par Black Sparks Film et TV, Metasparks et Camfilm, Metafilm, Film Yves Vast, Zverig Télévision, Metafilm. Là, j'ai vraiment sorti tout ce que j'ai pu. Je vous ai déjà parlé de ce film ici, et là, et je vais pas cesser de vous en parler de sitôt. N'hésitez pas d'ailleurs à aller checker ses avis parce que je vous en parle un peu plus longuement qu'ici, c'est une vraie critique que je fais du film. Simon, trentenaire, travaille à l'usine et vit reclus dans une ferme décrépite. C'est un homme solitaire, en charge de sa sœur Estelle, lourdement handicapée à la suite d'un jeu qui a mal tourné dans leur enfance. Malgré ses remords et l'agressivité du monde environnant, Simon garde au plus profond de sa chair le secret espoir de sauver sa sœur en la libérant de la pesanteur terrestre. Et si leur salut venait des cieux, des fameux dieux du ciel. C'est un film hors des sentiers battus et des zones de confort du cinéma français. Mais même en termes de film de genre, ce film est assez inclassable. Loin de se contenter d'être dans un seul genre, Tous les dieux du ciel va piocher plein d'inspirations. On a du cinéma fantastique, de la SF, du film d'horreur, de l'ésotérisme. Tout ça contribue à créer une ambiance qui le rend unique et inclassable. C'est un véritable ovni cinématographique qui séduira à coup sûr grâce à son originalité. Les débuts de Mélanie Guédos au cinéma sont aussi à encourager. Avec pourtant très peu de paroles et de dialogue, sa présence seule en impose énormément. Je vous mets dans la barre d'infos des réseaux pour pouvoir suivre sa carrière et son engagement aussi dans tout ce qui va être représentation des personnes handicapées, etc. parce que c'est une personnalité qui est vraiment très intéressante. À la base, moi j'ai connu Tous les dieux du ciel par le biais de son combat à elle. J'espère que ce film va faire en sorte qu'on puisse la retrouver très très vite au cinéma parce que je pense que si des réalisateurs prennent le parti de lui faire confiance, elle peut avoir beaucoup de choses à apporter. Ce sont aussi les débuts de Zélie Rinxon, qui est une jeune actrice qui est absolument phénoménale. Si elle fait les bons choix de carrière, nul doute qu'elle aura devant elle une route toute tracée et lumineuse, tant à 9 ans elle a déjà énormément de charisme, en impose, et elle a une maturité de jeu d'acteur qui impose le respect. C'est aussi un film qui vaut par la justesse de son récit tragique, qui utilise les biais métaphoriques à sa disposition avec le cinéma de genre, comme par exemple des aspects fantastiques ou une esthétique proche du cinéma d'horreur, pour conter une véritable tragédie humaine. Le récit de ce frère et de cette sœur perdus dans le monde, complètement livrés à eux-mêmes, c'est avant tout le récit de l'indifférence sociétale portée aux plus démunis. Le film est sublime cinématographiquement et ça se voit, il est porté par un artiste plasticien. Quark c'est un peintre et on sent cette influence tant chaque plan du film semble être
être pensé comme un tableau. Il y a une rigueur formelle en termes de colorimétrie, en termes de cadre, en termes de lumière, en termes d'image, en termes de costumes, de décors, qui est absolument phénoménal. Pour tout vous dire, si The Lighthouse n'était pas sorti cette année, je pense que Tous les dieux du ciel aurait été le film le plus beau de 2019. C'est pour vous dire. Produit par To Be Continued et Tobina Films, Tous les dieux du ciel sortira le 18 février en DVD, édité par Extra Lucid Film, et est déjà disponible en précommande par ESC Distribution. Faisons en sorte que ce petit film, qui n'a été diffusé que dans 15 salles en France, ait une véritable seconde vie, une vraie reconnaissance, grâce à sa sortie en DVD, en Blu-ray et en VOD. Suite à un rendez-vous nocturne, Caroline Harper ne réapparaît pas chez elle, dans sa petite ville bien tranquille de l'Illinois. Sa mère, qui dirige la chorale du lycée, est dévastée. Mais ses appels à l'aide ne sont entendus que par 3 adolescentes et leurs familles, touchées par l'indifférence de la communauté, comme si cette jeune fille n'avait finalement jamais compté. Une solidarité nouvelle va naître entre elles et les aider à surmonter le malaise que cette disparition révèle. Une collègue de l'écran, Listener, a écrit un excellent article sur ce film que je vous laisse dans la barre d'infos parce que je le trouve extrêmement pertinent. Ce film est un vrai teen movie de genre, avec des problématiques adolescentes qui n'ont rien de superficiel, et porté par une ambiance et une imagerie Carpenter-esque qui collent parfaitement au ton extrêmement nostalgique de l'ensemble. Les images et la photographie surfent à fond sur cet aspect nostalgique, sans pour autant tomber dans un hommage premier degré qui ne servirait qu'une clause esthétique. L'ambiance musicale est tout à fait envoûtante. Knives and Skin, ce n'est en effet pas qu'un thriller, c'est avant tout une comédie musicale. La musique et les chansons sont donc vraiment une part très importante de l'intrigue, elles font vraiment partie de la diégèse. Les compositions musicales et tout particulièrement les paroles sont donc vraiment très importantes et travaillées. Le film a aussi des compositions qui sont très 80s dans l'esprit alors que le film se déroule à l'heure contemporaine. Le film possède une véritable personnalité musicale qui vaut le coup d'œil. Ou le coup d'oreille! Knives and Skin, c'est un film qui est cryptique, mais qui pour le coup reste passionnant. Il mérite largement 2 voire 3 visionnages parce que au premier visionnage tout n'est pas forcément clair. Mais parfois c'est aussi très agréable de se laisser avant tout porter par une ambiance d'un film, avant tout porté par ses personnages, et d'avoir un film qui ne se dévoile pas entièrement au premier visionnage. En termes de représentation racisée et LGBTQI+, ce film remporte clairement la palme de l'année. Le casting est incroyable et excellent, avec des personnages charismatiques et bien écrits qui respirent une belle authenticité. On n'est vraiment pas ici dans le cas d'ados stéréotypés et caricaturaux, mais devant des personnages qui sont écrits comme de vrais êtres humains et qui évoluent du coup avec énormément de naturel, tout en abordant des problématiques qui sont très politiques et actuelles. Par exemple l'acceptation de l'homosexualité ou le rejet à cause de la couleur de peau ou de la religion. La sororité présentée dans ce film est excellente. Knives and Skin, c'est un film qui est profondément féministe. Face à la disparition de Caroline, les femmes s'unissent et apprennent à survivre ensemble. Ça fait vraiment du bien de voir un film qui aborde ce thème et qui en plus de ça en fait un des thèmes centraux et le développe vraiment beaucoup dans son intrigue. Lorsque l'on écoute d'ailleurs des interviews de la réalisatrice, on sent que la sororité était vraiment une de ses préoccupations principales. Produit par New City Chicago Film Project et distribué par UFO Distribution, le film ne possède pour le moment pas de date de sortie officielle en France. Si vous utilisez un VPN, vous pouvez le voir en VOD américain, sinon harcelez UFO pour avoir des nouvelles de la sortie du film en DVD. Dans un futur plus ou moins proche, le village de Bacurau, dans le Sertão brésilien, fait le deuil de sa matriarche Carmelita, qui s'est éteinte à 94 ans. Quelques jours plus tard, les habitants remarquent que Bacurau a disparu de la carte, mais aussi qu'un étrange objet volant commence à survoler le village. J'ai fait une critique un petit peu plus complète de ce film dans une vidéo que je vous mets dans le petit i et aussi dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Bacurau, c'est un film qui est vraiment surprenant, qui nous emmène constamment là où on ne s'y attend pas. Le scénario multiplie les pistes et les enjeux sans jamais pour autant perdre de vue son objectif principal. C'est assez impressionnant en fait de voir comme le film explose à un moment, part dans tous les sens, mais qu'il arrive toujours à retomber sur ses pattes avec extrêmement de brio. Le charisme de Udo Kier est un plaisir à retrouver dans ce film. Pour les personnes qui sont habituées des navets, des nanars ou des séries très Z, Udo Kier est un très grand habitué de ce genre de film. Il a notamment joué Hitler dans Iron Sky pour les personnes qui veulent savoir. Dans Bacurau, cet acteur prouve qu'avec une très bonne direction d'acteur, il sait être excellent, et en particulier qu'il sait offrir de vrais rôles de méchants ultra charismatiques.
Bakurou est aussi politiquement très fort et très actuel. La politique de Bolsonaro est ici très frontalement critiquée dans le film, et Bakurou prend parfois l'allure d'exutoire et de catharsis pour le réalisateur et la réalisatrice du film. Un défouloir qui certes sert avant tout à expier le mal, mais n'oublie pas son sérieux lorsqu'il s'agit de tomber dans de la vraie dénonciation politique. Lorsque l'on sait que les deux réalisateurs sont eux-mêmes brésiliens et qu'ils mettent potentiellement leur vie en danger en faisant ce film, une dimension très méta s'installe qui fait que ce film force évidemment le respect. Les inspirations du cinéma de genre. Ce film est un pot pourri de références qui fonctionnent toutes à merveille. Du slasher au western en passant par la comédie horrifique, ce film brasse énormément d'influences et arrive à exceller dans tous les genres qu'il propose. C'est un film constamment surprenant d'un point de vue scénaristique, comme je vous l'ai déjà dit plus tôt, mais c'est aussi un film constamment surprenant d'un point de vue de ses influences, qu'elles soient visuelles, qu'elles soient métaphoriques ou qu'elles soient narratives, ce qui fait que ce film nous emmène constamment en territoire inconnu. Ce film est une ode à la force de groupe. À l'heure des révoltes populaires qui éclatent un petit peu autour du globe, mais aussi évidemment en France, ça fait du bien de voir des films qui mettent en avant des individus qui arrivent à se regrouper pour faire face à une menace. Ce film est vraiment une ode à la résistance et mon Dieu que ça fait du bien. Produit par SBS Productions, Cinémascopio, Arte France Cinéma, Globo Filmes, Téléciné Productions et distribué par SBS Distribution, le film sera disponible en DVD, Blu-ray et VOD à partir du 29 janvier 2020. Dans une région reculée de la cordillère des Andes, le corps d'une femme est retrouvé décapité. L'officier de police rural Cruz mène l'enquête. David, le mari de Francisca, amante de Cruz, est vite le principal suspect. Envoyé en hôpital psychiatrique, il y incrimine sans cesse les apparitions brutales et inexplicables d'un monstre. Dès lors, Cruz s'entête sur une mystérieuse théorie impliquant des notions géométriques, les déplacements d'une bande de motards et une voix intérieure, obsédante, qui répète comme un mantra « Meurs, monstre, meurs ». L'ambiance de ce film est très particulière, assez cryptique. Je dois bien vous l'avouer, je n'ai vu ce film qu'une fois et je pense que je n'ai pas tout compris. Mais j'ai quand même vraiment beaucoup aimé cette expérience parce que le film est cryptique, nébuleux, sans pour autant être prétentieux ou inaccessible. Ambiance très lourde fait que ce film se vit plus avec la sensation et les tripes qu'avec la compréhension et le cerveau. Il faut accepter de se laisser un petit peu porter par le film, de ne pas comprendre absolument tous les enjeux, car l'expérience vaut vraiment le coup. La générosité de ce film est vraiment incroyable. Il y a dans ce film un foisonnement d'idées, de références, de réflexions, de messages à décrypter, de double sens, de symbolique. Les efforts mis en place pour raconter ce récit valent vraiment le coup que l'on se penche dessus et surtout que l'on fasse l'effort d'y revenir, car je pense que ce film a beaucoup de choses à apporter et à dire, bien plus qu'au premier visionnage. Il y a par exemple énormément de choses avec un monstre qui est très clairement un vagin, donc je pense qu'il y a des choses à dire sur les rapports hommes-femmes. Il y a énormément de choses qui sont aussi développées autour de la maladie mentale et de la perception de la maladie mentale en général. Il y a aussi des symboliques plus généralement qui vont chercher du côté de l'occulte ou du mystique avec des choses un petit peu sataniques. Bref, il y a énormément de choses à brasser, énormément de choses à dire et c'est un film qui vaut le coup que l'on en débatte. Meurs, monstre, meurt, c'est un film qui ne ressemble à aucun autre. C'est un film vraiment inclassable que l'on peut évidemment mettre sous l'étiquette générale film de genre, mais qui n'est pas vraiment un film d'horreur, qui n'est pas vraiment totalement un film fantastique, qui n'est pas vraiment totalement un film de SF. Un petit peu comme Les Dieux du ciel, il fait figure d'ovni cinématographique. L'univers et l'ambiance développés sont vraiment très originales, très intrigants. Le casting est hyper convaincant. Bien que tous les personnages soient des archétypes du film noir, le flic burné, le chef je m'en foutiste, il y a des problèmes d'alcool, la femme forte et rebelle, etc. etc. L'interprétation excellente de tous les acteurs fait que l'on s'attache quand même extrêmement à eux. Le design des monstres, mi-Lovecraftien, mi-Cronenberg-esque, extrêmement organique, qui dégouline, qui suinte, est vraiment particulier et vraiment très réussi. Ce design aide vraiment le film à s'imprimer à jamais dans la rétine. C'est, je pense, sa principale qualité. Une fois qu'on a vu Meurs, monstre, meurt, c'est un film que l'on n'oublie pas et qui s'imprime à jamais dans notre cerveau. C'est un film qui possède une vraie personnalité et une vraie aura. Produit par Rouge Distribution, La Unión de los Ríos, U-Producción, Cinestación et distribué par UFO, comme Knives and Skin, le film est dispo en VOD sur les plateformes comme Imineo, Universiné, Filmo TV ou encore Canal+ VOD. Pour l'instant, je n'ai pas vu de sortie DVD et Blu-ray annoncée. Une femme disparaît. Le lendemain d'une tempête de neige, sa voiture est retrouvée sur une route qui monte vers le plateau où subsistent quelques fermes isolées.
Alors que les gendarmes n'ont aucune piste, 5 personnes se savent liées à cette disparition. Chacune a son secret, mais personne ne se doute que cette histoire a commencé loin de cette montagne balayée par les vents d'hiver, sur un autre continent où le soleil brûle. La grande force de ce film, c'est la maestria de son écriture scénaristique, qui est pleine de suspense et de rebondissements. Ce film nous mène littéralement par le bout du nez, sans que l'on sache jamais à quoi s'attendre. Pour peu que vous aimiez les films chorales où on présente plusieurs personnages et où on présente une histoire de plusieurs points de vue différents, et que vous aimiez les jeux de hasard, de destin, de coïncidence qui mettent en relation des personnes entre elles, vous risquez vraiment beaucoup d'aimer Seules les bêtes, qui est, je trouve, un des meilleurs thrillers de ces dernières années. Le casting est parfait. Chaque acteur du film est formidable et je trouve qu'il y a aussi de très belles découvertes, en tout cas de belles découvertes pour moi. Guy Endrim par exemple, que je trouve vraiment excellent, très juste, très humain. Ou encore Valeria Bruni Tedeschi, que je n'avais jamais vu tourner avant et que je trouve aussi formidable. Mais pour moi, celui qui tire le plus son épingle du jeu, c'est bien évidemment Denis Ménochet, qui prouve encore, si ça restait à prouver, que c'est très clairement un des meilleurs acteurs de sa génération. Seules les bêtes, c'est un film qui est fascinant et glaçant. L'ambiance lente, lourde, pesante est vraiment excellente et ultra réussie. Le film est tourné en grande partie en décor naturel et le choix de situer ça au cœur d'une montagne, durant l'hiver avec la présence d'énormément de neige, ça colle énormément aux propos développés sur la froideur du cœur humain. Le film tisse un joli propos sur l'impossibilité de l'amour, le manque de communication et la solitude. C'est un film finalement presque métaphysique qui parle de la solitude au sens existentiel de l'être humain. Il aborde ce sujet avec beaucoup de finesse, sans pathos, sans côté larmoyant, et à travers différents portraits de personnages qui présentent chacun une facette différente de la solitude. Enfin, le film met aussi en scène de vrais problèmes sociétaux actuels, en particulier tout ce qui concerne les réseaux sociaux, mais aussi la désertification des campagnes et la solitude des personnes âgées. Tout ceci est adressé par le film de manière fine, forte, perspicace et intelligente. Produit par Haut-et-Court et France 3 Cinéma et distribué par Haut-et-Court, le film ne possède pour l'instant pas de date de sortie. Mais il était à l'affiche il y a encore peu de temps au cinéma, donc restez connectés parce qu'une sortie à mon avis ne saurait tarder. Et voilà, ma partie sur les films de genre de 2019 est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Et restez connectés car la semaine prochaine je sors la seconde partie sur les films hors cinéma de genre qui à mon avis valent vraiment le coup d'œil. N'hésitez pas en attendant à me suivre sur les réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos, à me soutenir aussi sur Utip si vous le pouvez, c'est totalement gratuit. Et je vous dis quant à moi à mercredi prochain pour une prochaine vidéo art et à samedi pour une prochaine vidéo cinéma. Salut!